Bonjour Anne-Laure, Bonjour. bienvenue sur Expédition Tech. Je suis ravi de t'avoir. On va discuter de ton parcours, de Torscal aussi, une entreprise que tu as fondée en 2015. Avant de rentrer dans tous les sujets tech derrière Torscal, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ce qu'est Torscal en même pas une minute? Ouais. Alors Torscal, c'est une société qui développe des nanoparticules disruptives à partir de plantes médicinales de la Réunion. En fait, on a développé un procédé écologique qui permet de fabriquer des nanoparticules d'or à partir d'extraits de plantes de la Réunion. Voilà, et ces nanoparticules servent en fait d'anticancéreux. Voilà. Alors, question de débutant, c'est quoi une nanoparticule? Comment est-ce que tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu ou du secteur, qu'est-ce que c'est une nanoparticule? Où est-ce qu'on les retrouve par exemple? Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose de naturel ou c'est complètement quelque chose de synthèse qu'on crée à partir d'autres composants? Alors d'abord, une nanoparticule, c'est un tout petit objet qui fait 1 milliardième de mètre, d'accord, un nanomètre. Des nanoparticules, on en trouve partout dans l'environnement. Donc on peut dire que c'est naturel, retrouvé par des phénomènes d'abrasion par exemple. Là, en l'occurrence, dans notre cas, ce sont des nanoparticules qu'on va fabriquer. Donc c'est une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'à partir de sels métalliques et d'extraits de plantes de la Réunion, on va fabriquer ces nanoparticules qui ensuite, associées à un rayonnement lumineux, vont permettre de tuer les cellules tumorales par la chaleur. Voilà. Alors, tu as créé l'entreprise en 2015, donc il y a maintenant 6 ans. Ouais, Moi, je serais curieux, avant qu'on rentre sur les domaines d'application, effectivement, tu as parlé notamment d'une nouvelle manière de traiter les les cancers. cancers, ouais. Comment t'es venue l'idée, toi, en 2015? Tu vois, les nanoparticules, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà étudié avant? Tu vois, comment est-ce qu'on se dit, OK, je rentre dans ce sujet-là, Ouais. et en plus, j'en fais une application dans un domaine de la santé? Alors, donc moi, j'ai d'abord effectué mon master en fait dans un laboratoire de chimie bioorganique où en fait on m'avait confié la synthèse de petits peptides cycliques que je devais ensuite greffer sur des nanoparticules d'oxyde de fer. Donc on va dire mon expérience dans les nanotechnologies démarre justement à ce moment-là, où j'ai eu la chance en fait de créer des nanoparticules d'oxyde de fer fonctionnalisées par des peptides en laboratoire. Ensuite, j'ai effectué ma thèse en chimie physique des matériaux, donc à Paris 6, où on m'avait confié le développement en fait de biocapteurs tridimensionnels, où je devais greffer en fait des nanoparticules d'or sur des surfaces plans. Pour quel usage, par exemple, typiquement? C'était pour fabriquer en fait des capteurs, en fait. OK. Hein. C'était voilà, des biosensors. Euh, c'est un sujet de recherche fondamentale, voilà. Alors pourquoi j'y ai pensé Eh bien parce qu'en fait, je voulais créer en fait un produit de santé qui avait la possibilité de tuer les cellules tumorales de manière très spécifique. Et les nanoparticules, de par leur petite taille, peuvent approcher plus facilement en fait la cellule, être internalisées à l'intérieur de la cellule. Et par la physique en fait des matériaux, en irradiant seulement l'or, on a la possibilité de restituer finalement cette énergie sous forme de chaleur dans la cellule de manière très spécifique afin de tuer cette cellule par la chaleur et non pas par la toxicité. Voilà. Effectivement, on va revenir parce que c'était intéressant. Je crois que tu prenais l'exemple, par exemple, des chimios, Mm. qui sont un peu plus, alors, est-ce qu'abrasive est le mot, mais en tout cas, qui tuent aussi malheureusement Ouais. des cellules saines. On va revenir sur ces différences-là. Entre tout ce parcours en biochimie et puis la création de Torscal, il se passe quoi entre-temps? Il me semble que tu es reparti aussi dans un milieu un peu plus business, Ouais, c'est autre que la ça. recherche de mémoire. Oui, exactement. Lorsque j'ai soutenu ma thèse, hein, j'ai voulu acquérir une expérience après dans la valorisation en fait de projets scientifiques. Là, on est en quelle Euh, année? Excuse-moi, juste pour alors, qu'on je puisse un peu soutiens ma situer. thèse en 2010. Ok. Et juste après, je vais travailler dans 2 cabinets de conseil spécialisés en fiscalité de la recherche et en marketing de l'innovation pour bien comprendre en fait l'environnement entrepreneurial dans un premier temps et accompagner en fait les chercheurs qui avaient des projets de valorisation économique en fait de leur recherche.
Ensuite, en 2012, je fais le choix de revenir à La Réunion. Donc, c'est la terre de mes origines. Je suis moi-même réunionnaise. Et j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir travailler dans une pépinière d'entreprise biotech. Voilà. À l'époque, il y avait énormément de choses, en fait, à faire au sein de cet écosystème biotech à La Réunion. Et avec l'aide de mon associé Christophe, on a créé cette pépinière d'entreprise pour accompagner en fait, les entrepreneurs du secteur. Donc plutôt des entrepreneurs, des chercheurs, des entrepreneurs plutôt tech. Ouais, exactement. Et tu vois, qu'est-ce qui te fait quand même aller dans des sujets plus business, marketing, même tu vois, entre 2010 et 2012, globalement, tu aurais pu continuer en fait dans de la recherche Oui, pure. absolument. Qu'est-ce qui te fait dire j'ai besoin d'aller chercher des sujets plus business, plus marketing, Ouais. d'accompagner d'autres personnes plutôt que toi de te remettre dans un cycle de recherche par exemple? Ouais, je comprends. Alors, en fait, durant ma thèse, donc j'ai travaillé sur un sujet fondamental, appliqué, on va dire, recherche fondamentale appliquée à l'interface. J'avais le souhait, en fait, d'utiliser ces connaissances de manière très pratique, les mettre, en fait, au profit des industriels. Et il nous manquait, en fait, la composante business. Et donc, cette composante business, on peut en effet l'acquérir par les études, mais aussi à la rencontre, en fait, des chefs d'entreprise, forcément. Et donc, c'est ça qui m'a décidé finalement de travailler dans un autre environnement un peu plus business. Et justement, en 2014-2015, quand j'avais acquis quelques outils nécessaires justement pour la création d'entreprise, je me suis dit, voilà, ce projet que j'ai en tête, qui est de traiter d'une nouvelle façon le cancer, et bien maintenant, je suis prête. Je vais pouvoir créer cette société. À l'époque, quand j'étais revenue à La Réunion, on parlait beaucoup en fait des plantes médicinales. On enregistrait pour la première fois 24-25 plantes médicinales à la pharmacopée française. C'était une première. Et donc, l'idée m'est venue aussi à ce moment-là. Ça a germé. Toi, tu as toujours eu l'idée un jour de te dire j'ai envie de créer mon entreprise dans un sujet qui est très technologique, très biotech. C'est quelque chose que tu avais en tête ou tu vois, c'est concours de circonstances, tu as une opportunité, tu reviens à La Réunion et tu te dis là j'ai l'opportunité de monter un projet entrepreneurial, Ouais. ou c'est quelque chose que tu avais un petit peu en tête depuis longtemps et tu t'es dit justement, maintenant que j'ai la brique recherche, je vais aller chercher la brique business avant de vraiment me lancer et me donner toutes les chances de succès avec Torscal. En fait, moi, j'ai toujours été à l'interface du business et des sciences. J'avais pas forcément en tête la volonté, enfin, j'avais pas forcément le souhait de créer une entreprise, mais en revanche, ce qui était très fort, c'était la concrétisation d'un projet scientifique. Et donc, je pense que la meilleure façon de concrétiser un projet scientifique, c'est de créer une société, en fait, et de mener à bien ce projet. Et quand on est à la tête d'une société pour mener à bien son projet, alors oui, on se donne tous les moyens qui sont disponibles pour y arriver. Ouais. Alors parlons de Torscal, du secteur, des problématiques aussi sur lesquelles vous travaillez en ce moment, notamment sur le traitement des cancers. Aujourd'hui, c'est quoi les challenges notamment on a rapidement évoqué la partie chimiothérapie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quels sont les points bloquants au traitement des différents cancers qu'on connaît aujourd'hui? Ouais. Alors les challenges sont nombreux. Après, ça dépend aussi du type de tumeur, en fait. Donc, au sein de Torscal, on a 2 programmes principaux. Le premier et le plus avancé concerne le traitement des cancers cutanés, les cancers de surface, que l'on distingue des cancers profonds, prostate, poumon, pancréas. Notre technique, elle est très spécifique, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va utiliser la physique en fait des matériaux. Donc, l'or que l'on utilise est excité par un rayonnement lumineux, donc le proche infrarouge, de façon à générer de la chaleur. Donc, on distingue finalement les types de cancers à traiter par le mode de stimulation que l'on va appliquer aux nanomatériaux. En cancer de surface, le challenge aujourd'hui, il consiste à développer en fait des produits qui sont spécifiques, qui sont moins toxiques, donc mieux tolérés en fait par l'organisme, par le patient. Il se trouve que l'or en fait est connu depuis la nuit des temps pour soigner et pour être biocompatible, inerte, inoxydable. Mais voilà.
C'est-à-dire que c'est pas du tout, j'allais dire mauvais, mais il n'y a pas de... Après, comment tout est c'est une possible? question de concentration, bien entendu, hein. Oui, effectivement. Bien entendu. En tous les cas, nos nanoparticules, telles qu'on les fabrique, c'est-à-dire dans les propriétés physico-chimiques, les telles tailles, bon, dans les dimensions des produits que l'on conçoit, ces nanoparticules sont efficaces à faible dose et à très faible puissance en fait, d'irradiation. Donc on a démontré un pourcentage élevé en fait, d'inhibition de la croissance tumorale de tumeurs telles que les mélanomes, etc. On travaille aujourd'hui donc sur plusieurs indications thérapeutiques, hein. C'est la principale, et ça va être notre tout prochain challenge. On va surtout se focaliser là-dessus. C'est le traitement des carcinomes basocellulaires. Voilà. Ça veut dire? Les carcinomes basocellulaires, Ouais. en fait, ce sont des tumeurs cutanées, en fait. D'accord. Donc on injecte en intratumoral Ok. et on attend un petit peu que les nanoparticules diffusent et ensuite on irradie dans le proche infrarouge de façon à générer cette chaleur et détruire les cellules tumorales. Et par exemple, la différence, par exemple, avec une chimiothérapie, comment ça se passe, une chimiothérapie, par rapport à votre traitement à vous? Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que ça sélectionne vraiment spécifiquement les cellules. En gros, les nanoparticules vont se greffer aux cellules cancéreuses. Ouais. Versus les chimiothérapies, comment ça se passe, par exemple? En fait, c'est vraiment deux visions distinctes. La chimiothérapie, de manière générale, a une action pharmacologique. Donc elle va tuer par l'action... les produits qui sont injectés sont toxiques par définition et vont donc détruire les cellules tumorales. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va injecter dans la tumeur en fait, les produits. Et seules les cellules qui auront internalisé finalement les nanoparticules, lorsqu'elles seront excitées par le rayonnement, vont être détruites. Donc c'est vraiment la combinaison des deux qui permettra en fait la destruction propre en fait et rapide en fait. C'est ça aussi l'intérêt. Et peut-être question bête, mais comment est-ce que les nanoparticules arrivent à détecter les cellules cancéreuses des cellules, je dirais, saines? Ouais. En fait, ces nanoparticules, elles vont être recouvertes d'une biomolécule. Et ce sont ces biomolécules qui sont reconnues de manière spécifique par les cellules tumorales. Donc il va y avoir une accumulation dans la zone d'intérêt. Et aujourd'hui, du coup, tu m'as parlé plutôt des cancers cutanés. Je suppose que c'est d'autres challenges, du coup, pour des cancers... pour d'autres types de formes de cancer? Oui. On travaille aussi sur les cancers profonds, donc cancer de la prostate, du pancréas et du poumon. Donc là, on a développé de nouvelles nanoparticules donc, qui auront donc d'autres propriétés et qui sont fonctionnalisées, donc qui sont recouvertes par des molécules de ciblage qu'on appelle ligands. Donc il va y avoir un adressage spécifique vers les zones d'intérêt et on va associer en fait ces matériaux à un autre mode de stimulation qui permettra d'atteindre ces organes profonds. Voilà. Parce que là, effectivement, sur les cancers de surface cutanée, c'est globalement une injection, c'est ça? Ouais. Et ensuite, c'est stimulé par la chaleur. Oui. Pour détruire les cellules cancéreuses. Oui, c'est ça. Et moi, ma conception, c'était plutôt que c'était les laboratoires de recherche qui travaillaient sur ce type de sujet-là. Dis-moi si je me trompe, mais vous n'êtes pas un laboratoire. En tout cas, vous considérez pas comme un laboratoire de recherche. Qu'est-ce qui fait que vous travaillez de concert avec les laboratoires de recherche? Vous êtes complètement indépendant? C'est quoi un petit peu la relation que vous pouvez avoir avec les laboratoires de recherche moi, ma conception grand public, c'était de me dire que c'était plutôt le rôle des laboratoires de recherche de faire ce type d'expérimentation. C'est le rôle de tous les acteurs dans la recherche, qu'ils soient privés ou publics. Donc on travaille en collaboration avec de nombreux laboratoires de recherche. Je pense notamment au laboratoire de l'université de Sorbonne Université. On a travaillé aussi avec le laboratoire de Bordeaux 2, certains laboratoires, l'université de La Réunion, le GIP Sirois.
l'Institut Pasteur, l'ICSM, donc l'Institut de chimie séparative de Marcoule, et j'en passe. En fait, on a beaucoup de partenaires de recherche, en fait, qu'ils soient privés ou publics. Donc, c'est une vocation, finalement, qui concerne tous les acteurs de la recherche. Ouais. Et l'idée, c'est derrière, c'est quoi un peu le business model sur ce genre de projet? Est-ce que vos clients sont du coup les laboratoires de recherche demain, d'autres entreprises privées? Tu vois, je serais curieux de savoir sur des sujets aussi spécifiques aussi et importants avec une multitude d'acteurs, effectivement, tu vois, publics, privés. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ou demain d'ailleurs, Torscal peut commercialiser tout le fruit technologique? Ouais. Le business model, il est très simple en fait. C'est le même que pour quasiment toutes les biotech. Donc les sociétés, les biotech, nanotech, medtech, toutes les sociétés dans la tech en fait vont acquérir des connaissances. Donc ça constitue le trésor finalement de la société, c'est l'actif incorporel, hein, les résultats qui sont accumulés, les brevets qui sont déposés, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À l'issue en fait de la POC, donc la preuve de concept, hein, qu'elle soit préclinique ou clinique, il va y avoir soit une cession de ce brevet ou une concession de licence. En général, ça se passe comme ça, auprès d'intermédiaires ou directement de laboratoires pharmaceutiques. Pour la partie production? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dès l'instant où on aura fait la preuve clinique ou préclinique, ça dépend des étapes, il sera possible à ce moment-là soit de céder en fait ces résultats à une autre structure qui prendra le relais pour faire les autres phases cliniques, ou alors de co-développer cette solution en partenariat avec ces laboratoires. Et toi, dans ta vision avec Torscal, le traitement du cancer, est-ce que c'est le focus et ça restera le focus, ou c'est une sorte de POC aussi pour ensuite aller chercher d'autres cas d'usage liés justement à l'utilisation des nanotechnologies avec l'or et puis les plantes médicinales spécifiques de la Réunion? Alors, au sein de Torscal, donc l'équipe elle est composée de chercheurs de différentes disciplines, hein. On retrouve des phytochimistes, des chimistes des matériaux, biologistes précliniques, etc. Et donc, cette équipe, elle va se concentrer en fait sur ces sujets de recherche en oncologie, aboutissant donc à ces brevets. Mais ça a été le cas l'année dernière. On a aussi contribué à l'avancée de certains travaux en maladies infectieuses et émergentes dans d'autres secteurs. Donc on propose par exemple, au sein de Torscal, on a 2 domaines d'activité stratégiques. Le premier DAS concerne l'oncologie, d'accord ? Donc ça représente, on va dire, 80% de notre activité. Et il y a 20% de notre activité qui est dédiée à la réalisation d'opérations de recherche pour des industriels ou des laboratoires. Et donc, on va utiliser en fait notre savoir-faire en phytochimie, en chimie des matériaux, etc. pour le compte en fait on va réaliser des prestations pour le compte en fait d'industriels ou de labos. Donc en fait, c'est finalement une sorte de prestation de service / prestation de recherche. Exactement. Et c'est assez commun, plutôt que parce que vous pourriez faire le choix d'être à 100% focalisé sur la partie oncologie. C'est commun dans des biotech de travailler aussi avec des industriels sur des missions ponctuelles. C'est pas si commun que ça. On en retrouve des biotech aussi qui proposent leur savoir-faire à des laboratoires, à des clients. Nous, c'est le choix que l'on a fait justement pour nous permettre de financer les essais précliniques nécessaires en fait à l'aboutissement de notre programme. Donc voilà. Et sur la partie industrie, sur ces 20%-là, tu me disais un petit peu juste avant d'enregistrer le podcast qu'il n'y avait pas que des applications dans le domaine de la santé. Ouais. Il y avait aussi d'autres applications. Est-ce que tu pourrais m'en partager quelques-uns? Parce que effectivement, cette technologie, les nanotechnologies, ne sont pas seulement focalisées sur la partie santé, mais il y a aussi plein d'autres cas d'usage que j'ai découvert juste avant. Oui, bien sûr. Alors, typiquement, il y a une industrie qui est spécialisée dans le bois à La Réunion.
je ne les citerai pas, qui travaille en fait sur des bois précieux. Et un jour, donc, je rencontre le dirigeant, il me dit, voilà, donc tu travailles sur les plantes médicinales, moi je travaille sur les bois précieux. Il se trouve que ces bois peuvent aussi avoir des propriétés médicinales. Euh, il a été observé telle propriété biologique et on voudrait le démontrer par la science. Comme tu as cette expérience en fait de la chimie des plantes, est-ce que tu pourrais nous accompagner? Donc clairement, on a été ravis de l'accompagner. On a caractérisé les molécules phytochimiques donc qui composent en fait le bois. Et on a réalisé des expérimentations animales pour démontrer l'effet qui était recherché. Voilà, donc ça c'est un exemple. On a aussi une industrie dans la peinture qui recherchait en fait de nouveaux nanomatériaux proposant des propriétés bien spécifiques. Donc on les a aussi accompagnés en indiquant que ce sont des matériaux, enfin ce sont des synthèses écologiques, éco-responsables. En fait, finalement, ce que les industriels et les industries, les entreprises viennent chercher, c'est aussi votre expertise dans la manipulation de ces nanotechnologies. C'est-à-dire tout le processus, parce que je suppose qu'on n'arrive pas sur un marché comme ça du jour au lendemain. Il y a tout un processus et un procédé que vous avez développé. Oui, c'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'on vient vous chercher, pas forcément que pour l'application dans la santé, quoi. Oui, tout à fait. C'est aussi notre démarche RSE, donc respectueuse de l'environnement. Il faut savoir qu'on est quand même les pionniers en green nanomédecine. On est les premiers à proposer des nanoparticules conçues de manière écologique et en remplaçant tous les produits chimiques de synthèse par des extraits de plantes médicinales pour la conception des nanoparticules en vue de traiter le cancer. On a trouvé un partenaire également qui pouvait nous fournir de l'or en fait éthique et responsable. Oui, j'allais te demander, parce qu'en termes de mines, etc. Oui, tout à fait. C'était un problème qui a été soulevé, en effet, par l'équipe. Et donc, on a trouvé un partenaire qui nous fournit, en fait, de l'or issu de mines artisanales. Donc, c'est de l'or, en fait, éthique et responsable. Donc, voilà. Artisanal, je suppose que c'est une production qui est extrêmement limitée ou qui est mesurée, en tout cas. Oui, tout à fait. Ouais. Tu me disais que vous étiez pionnier sur le sujet, c'est-à-dire que avant vous, globalement, les nanotechnologies appliquées par exemple au traitement du cancer, avant 2015, ça n'existait pas. En fait, dans le milieu de la recherche académique, il y a quand même, on retrouve ce type de procédé respectueux de l'environnement, où on a cherché quand même à remplacer les produits chimiques par des produits biosourcés de manière générale. Mais il y a très peu quand même d'acteurs dans le monde qui ont réussi à aller au-delà de cette activité de recherche fondamentale. Donc avec on reste en trouvant quand même une application business. Exactement, c'est ça. On est quand même les pionniers à être arrivés aussi loin et avoir aussi réalisé des productions à plus grande échelle, autre que celle du laboratoire. Voilà, avec des partenaires de confiance. Je suppose qu'il y a le fait que vous soyez installé à La Réunion, ça joue puisque tu me disais que vous utilisiez les plantes médicinales de La Réunion. Oui. Il y a eu un choix stratégique de revenir au-delà du fait qu'effectivement, oui, bien sûr. Il y avait un choix stratégique d'arriver à La Réunion. La Réunion, c'est quand même un hotspot de la biodiversité. Moi, j'aime bien dire qu'il s'agit de l'Europe au cœur de l'océan Indien. Donc, c'est important quand même de l'avoir en tête, c'est-à-dire que les politiques publiques d'incitation à la recherche, de financement en fait, de la recherche sont actives et très favorables en fait. Donc ça aussi c'est important pour la création d'une biotech. On est au carrefour en fait, de plusieurs civilisations. La Réunion porte bien son nom, c'est un melting pot. Donc ça veut dire qu'il y a une approche médicale qui est intéressante. On n'est pas très éloigné quand même de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique. Et pour pouvoir travailler avec ses partenaires, c'est pas rien. Voilà, donc pour toutes ces raisons, finalement, c'est assez stratégique quand même de se retrouver au cœur de l'océan Indien.
Ensuite, pour sécuriser aussi l'approvisionnement de ces plantes, c'est nécessaire de se retrouver sur le territoire. Nous, on travaille directement avec les agriculteurs locaux. Voilà. Et du coup, on leur propose une diversification de leur activité différente de celle qui est de vendre en fait, les plantes sèches sur le marché. Donc là, aujourd'hui, ils ont d'autres perspectives, quoi. Alors, tu me disais aussi que vous êtes les seuls à être allés aussi loin dans le développement, l'application dans la vie réelle, entre guillemets, et pas juste au stade de recherche fondamentale. Ça fait 6 ans aujourd'hui. C'est quoi les grandes étapes si on devait retracer entre 2015 et puis tu lances ce projet-là à aujourd'hui? Est-ce que tu retrouves des grandes étapes de développement qui t'ont permis de passer de l'état d'idée de recherche à une application business avec des cas concrets aujourd'hui et des essais cliniques qui vont arriver, je crois, cette année, de mémoire? Ouais, c'est ça. Alors, les étapes, j'ai envie de dire, il y a d'abord la POC en termes de synthèse green, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé toute seule. Hein. Là, j'ai créé la société, j'étais toute seule. J'ai commencé à faire mes expérimentations, on va dire, dans la cuisine. Hein. J'ai commencé à utiliser un pilon et un mortier pour broyer les plantes. J'ai fait ensuite la synthèse dans les laboratoires du GIP Sirois parce que j'avais accès en fait au laboratoire. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, ça a été du coup la décision de poursuivre. Et c'est quoi excuse-moi de te couper là-dessus. C'est quoi la sensation puisque ton métier c'est d'aller rechercher quelque chose qui n'existe pas forcément aujourd'hui en termes d'application, que tu trouves quelque chose, que tu valides une hypothèse sur laquelle tu as passé potentiellement plusieurs années dessus. C'est quoi la sensation parce que c'est une sensation qu'on peut connaître un peu moins si on est seulement entrepreneur et non chercheur. Je serais curieux de voir ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Alors, c'est assez particulier parce que, quelque part, on le sait au fond de soi que c'était la solution. On savait que ça allait aboutir à quelque chose de positif, mais malgré tout, il faut bien entendu l'expérience pour le démontrer et les résultats scientifiques. Donc, on est convaincu à la base, sinon on n'y serait pas allé. Mais on ne sait pas forcément le temps que ça va prendre. Oui, c'est ça. J'avais quand même dérisqué pas mal d'étapes, hein, dans la mesure où je connais la synthèse des nanoparticules d'or, qui est une réaction, pour schématiser, d'oxydoréduction. Donc, l'oxydant étant l'or, il me fallait un réducteur. Et donc, c'est ce réducteur qui a été remplacé par des éléments biosourcés. Je cherchais un bioréducteur dans la nature. Et je me suis dit, un bioréducteur, mais finalement, je vais utiliser un antioxydant. Parce qu'un antioxydant a ce pouvoir, finalement, c'est un bioréducteur issu de plantes médicinales qui venaient juste d'être inscrites à la pharmacopée. Donc, quelque part, je m'attendais quand même à ce que ce résultat soit positif. Et quand j'ai vu ça, j'étais convaincue, bien entendu, qu'il fallait aller plus loin. Et donc, je suis allée chercher, du coup, mes associés actuels. J'ai réussi à les convaincre. J'ai pas mis beaucoup de temps. Et d'ailleurs, je les en remercie. Enfin, voilà, c'est des partenaires fiables et je suis ravie de pouvoir faire cette aventure entrepreneuriale avec eux. Donc ça a été la première étape. Et ça puis a duré combien de temps d'ailleurs? Ça a duré à peu près 1 an. Okay. 1 an en fait. Après, ça a été les essais précliniques, donc chez le petit animal. Là, c'est encore une étape importante, décisive. Quand on a fait la POC in vitro, il faut faire la POC après préclinique. Et là, ça a été un peu plus compliqué parce qu'à La Réunion, on ne disposait pas forcément de tout ce qu'il fallait pour effectuer cette POC préclinique. Donc, on a été accompagné par des partenaires sur le territoire national, mais aussi en Chine. Et voilà, donc ça a été l'étape décisive également pour le reste. Et puis après, c'est le volet réglementaire qui est nécessaire aussi, je dirais, c'est la 3e étape. Et maintenant, on se focalise sur les investigations cliniques, donc le passage de l'animal à l'homme, c'est aussi très déterminant, mais c'est pareil, au fond de moi, je sais que il y a de grandes chances, en tous les cas, que ça puisse aboutir.
Donc voilà, j'y crois, nous y croyons tous. Et il faut attendre que toutes les autorisations, voilà. Là, il y a des premiers tests qui ont été réalisés ou pas Chez l'homme? encore? Non, Chez pas l'homme, ouais. encore. Non, 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 pas du tout. On attend pour l'instant. Donc là, on est en train de constituer le dossier réglementaire qui sera soumis en fin d'année pour démarrer après les investigations cliniques si l'agence nous le permet. Voilà. Et après, parce que c'est dingue de voir les temps de développement qui sont en fait extrêmement longs. Tu vois, 6 ans après, aujourd'hui, vous commencez les tests cliniques sur les humains. Ça dure combien de temps, cette phase de test, avant de se dire, OK, ça fonctionne, et puis on l'industrialise, entre guillemets, en tout cas, on le rend à plus grand, on le propose à plus grande échelle. Ça peut durer combien de temps, cette période-là? En moyenne, il faut compter entre 7 et 10 ans. Voilà. Ça peut être raccourci, hein, tout dépend des moyens et des moyens financiers, humains et de l'infrastructure qui est à disposition en fait de la société. Bon, nous, on a commencé sur un territoire qui ne connaissait pas les nanotechnologies. Hein. Faut le rappeler, c'est à La Réunion. J'ai été quand même la pionnière hein, dans le domaine. Et du coup, sur cette période-là, tu me parlais tout à l'heure du business model, sur la concession de brevets, etc. Du coup, sur cette période-là, aujourd'hui, vous avez déposé des brevets, mais il n'y a pas encore d'industrialisation possible, par exemple, aujourd'hui. Alors, on est en discussion avec des partenaires industriels hein, et c'est produit à échelle semi-industrielle, notamment pour tous les essais précliniques hein, chez l'animal. Donc, cette discussion, elle sera entamée lorsqu'on aura des résultats cliniques chez l'homme. Nécessairement, c'est évident. Il faut attendre en fait, cette étape-là pour aller plus loin dans la production industrielle. Ouais. Aujourd'hui, c'est combien de personnes chez Torscal? Aujourd'hui, nous sommes 9, répartis sur 3 sites, donc La Réunion, Paris et les États-Unis depuis peu. D'accord. Ouais. C'était un choix de ne pas être tous concentrés à La Réunion. Il y avait un enjeu aussi peut-être business ou un enjeu de recherche? Oui, parce qu'en fait, nos partenaires scientifiques sont situés à divers endroits. Donc, voilà, c'est un choix stratégique, en effet, d'être répartis sur plusieurs sites. Ouais. Parce que tu disais, à La Réunion, les nanotechnologies, ce n'était pas quelque chose de très commun. Du coup, compliqué de recruter, je suppose, des chercheurs qui sont spécialisés sur ces sujets-là? Absolument, oui. C'est plus facile à Paris, c'est sûr. Forcément. Mais pour la phytochimie, en revanche, à La Réunion, c'est l'idéal. Parce qu'il y a plusieurs laboratoires en fait, qui sont équipés déjà d'équipements pour l'éco-extraction. Nous, on s'est équipés récemment. Et puis, comme je te disais, en fait, les plantes se trouvent à La Réunion. Vous êtes effectivement directement sur le terrain, donc c'est aussi beaucoup plus facile de faire des tests, oui. d'aller... Exactement, d'aller chercher les plantes chez l'agriculteur, les plantes fraîches, on les sèche en laboratoire et on peut ensuite les utiliser pour les extractions et la caractérisation. Donc la phyto se fera je pense, très longtemps à La Réunion. Moi, je pense que c'est le plus stratégique, en tous les cas, pour la société. D'ailleurs, c'est quoi ton ambition, toi, à titre personnel, et puis à l'échelle de Torscal, c'est quoi votre ambition là si on se projette dans 10, 15, presque 20 ans, étant donné les temps de développement qui sont plus longs que pour d'autres entreprises? Eh bien, c'est continuer en fait ce que l'on sait bien faire. Donc, c'est notre cœur d'activité que de faire cette recherche en oncologie. Donc, on a plusieurs programmes comme ça qui se développent. Ce sont des programmes décalés dans le temps. Et c'est d'établir en fait des partenariats avec des industriels, donc des laboratoires pharmaceutiques, qui on va confier du coup les étapes cliniques. Donc nous, on peut aller jusqu'à la POC clinique, hein, la fin de phase 1. Et après, l'idée, c'est de céder le bébé aux partenaires industriels pour la suite. Voilà. Et d'ailleurs, à chaque nouveau traitement, c'est-à-dire à chaque nouveau cas d'usage, il faut refaire tout le processus que vous avez fait là oui. sur... Oui, c'est nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Après, on peut faire des déclinaisons, par exemple, adapter la nanoparticule qui a déjà été testée, caractérisée pour d'autres applications.
Mais aujourd'hui, on a fait le choix de se concentrer en fait sur 2 types de traitements en fait. L'un concernant les cancers de surface et l'autre les cancers Cancer profonds. profond. Et du coup, ça nécessite des particules qui sont différentes. Est-ce que parfois, tu as cette petite frustration de te dire j'aimerais que ça aille plus vite, quoi. Bien sûr, Parce que c'est c'est évident. extrêmement. Qu'est-ce qui te, tu vois, qu'est-ce qui te fait tenir aussi longtemps en te disant ok, ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu de passer beaucoup de temps sur les essais, beaucoup de temps sur la partie réglementation aussi. Tu vois, qu'est-ce qui te motive là depuis 6 ans et qui normalement devra te motiver sur les 10-15 prochaines années? Bah, déjà, on adore ce que l'on fait. On est très passionné en fait par ces sujets de recherche et à chaque fois qu'on avance, on découvre de nouvelles choses. Donc ça nous stimule énormément. Donc on est patient aussi grâce à ça. C'est qu'à chaque fois, on découvre ou on redécouvre des nouvelles choses. Après, bien entendu, on aimerait que ça aille plus vite pour que le produit soit commercialisé, appliqué rapidement. Mais bon, il faut passer par ces étapes réglementaires et scientifiques, donc on l'accepte. Alors j'ai une question traditionnelle de fin sur Expédition Tech. Le podcast s'appelle Expédition Tech. On parle forcément beaucoup de tech avec les différents invités. La tech, c'est bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui prônent la tech et mettent la tech en fer de lance de leur développement. Nous, ce qui nous intéresse avec Neftis et sur Expédition Tech, c'est de voir aussi les applications et comment est-ce que l'impact sociétal, environnemental, quel va être l'impact globalement sur le futur. Toi, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui a compté dans le fait d'associer tu vois, une technologie de pointe comme les nanotechnologies à un domaine comme la santé qui demain globalement votre entreprise Torscal a le potentiel de sauver des vies tout simplement quoi. C'est quoi la motivation d'avoir associé un sujet très très tech avec un sujet santé directement applicable quoi? Bah, c'est la volonté en fait déjà de concevoir un produit respectueux de l'environnement. D'accord? Parce que je crois qu'on n'avait pas. Il y a très peu de sociétés aujourd'hui en santé du moins, qui, qui pensent en fait au cycle du produit et au fait que il est possible aujourd'hui de créer des produits de santé plus respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire d'associer différentes technologies pour traiter de manière très efficace. Je pense à l'imagerie médicale, je pense à l'imagerie médicale notamment et à la thérapie, quoi. Donc lorsqu'on associe les deux, pour moi, c'est la clé du succès. Donc traiter de manière plus efficace, plus spécifique. Et on ajoute en plus la dimension écologique, ça fait un produit qui est disruptif. Qu'est-ce que je peux te souhaiter sur la prochaine année pour Torscal? Eh bien, le succès pour les patients, d'abord. Et puis beaucoup d'autres découvertes en fait pour Torscal, qu'on puisse découvrir de nouvelles façons de produire des nanoparticules, de rencontrer d'autres partenaires qui pourront se greffer à notre technologie parce que c'est formidable aussi de voir qu'il y a des synergies, ça c'est génial. Voilà. Ce qui est déjà bien. Oui. Merci beaucoup Anne-Laure, c'était un Merci. plaisir de te recevoir sur Expédition Tech et je vous souhaite une belle expédition. Merci.